Et donc, je voulais que on parle un peu de la sieste, parce que c'est très intéressant comment on peut moduler notre sommeil avec cette sieste. Et est-ce qu'on doit faire des siestes courtes ou doit-on faire des siestes un peu plus longues? Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que la sieste, quand elle est bien faite, ça peut être entre guillemets un hack pour la santé. Il y en a quasiment pas des hacks, hein. Tous les trucs que tu entends, un hack, je sais pas quoi, non, ça n'existe pas. Mais la sieste, en fait, c'est absolument incroyable en ce sens que ça demande pas d'effort, puisqu'on parle bien de se reposer, et que ça prend très peu de temps. Ça prend, en fait, la bonne sieste, je vais le redire, mais ça prend 20-30 minutes. Pourquoi il faut pas faire de sieste longue, sauf exception? Parce que la sieste longue, donc, tu sais, on parlait tout à l'heure de pression d'éveil et de pression de sommeil. Et pour pouvoir bien s'endormir, il faut avoir une pression de sommeil qui soit suffisamment élevée pour permettre un bon sommeil la nuit venue. Mais quand tu fais la sieste, ça diminue un petit peu cette pression de sommeil. Que, en gros, transitoirement, tu ouvres la baignoire, pour reprendre l'image de tout à l'heure, et tu baisses un petit peu le niveau. Donc, il faut qu'elle soit pas trop longue pour pouvoir justement laisser un niveau qui soit suffisamment haut pour pouvoir bien dormir la nuit venue. Et ensuite, il faut aussi que cette sieste soit suffisamment tôt pour que même si avec la sieste, on va baisser un petit peu la pression de sommeil, et ben laisser le temps, en l'occurrence à l'après-midi et à la soirée, de remonter la pression de sommeil à un niveau qui permette d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc c'est pour ça que la sieste longue, en fait, est à utiliser uniquement. Donc une sieste longue, c'est quoi? C'est une sieste qui fait, allez, on va être large, plus d'une demi-heure. Mais grosso modo, c'est plus d'une heure ou une heure et demie. Et la sieste longue, elle peut permettre de récupérer d'une restriction aiguë de sommeil. Donc, par exemple, quand je faisais moi les gardes à l'hôpital en 24 heures, donc quand tu finis après tes 24 heures, tu es fracassé, bah, enfin, moi j'allais dormir, mais du coup je me faisais des siestes qui étaient longues Oui. en matinée quand je finissais donc ma garde, mais qui n'étaient pas trop longues non plus pour pas gêner le sommeil de la nuit d'après et pas induire donc un décalage dans le rythme circadien. Et elles peuvent servir aussi à se préparer justement à une restriction de sommeil à venir. Par exemple, encore une fois, dans Ah des oui, gardes, dans du travail de nuit. d'accord. Puisque, encore une fois, elles permettent de réduire donc la pression de sommeil. La bonne sieste, comment est-ce qu'elle se fait? Donc, comme j'ai dit, elle ne se fait pas trop tard, ça veut dire en début d'après-midi. Alors, on parle tout le temps du fait que pardon, excuse-moi, manger beaucoup, c'est ça qui fatigue et qui donne envie de faire la sieste. C'est vrai, mais en fait, c'est une composante mineure, sachant que la composante majeure qui est à l'origine de l'envie de faire la sieste en début d'après-midi vient du fait que, donc j'avais dit tout à l'heure, que la température corporelle augmente progressivement au cours de la journée. Elle commence aux alentours de 36,5 et elle finit aux alentours de 37,5. Voilà, plus ou moins entre un demi et un degré de différence et qui augmente. Mais en fait, c'est pas linéaire comme ça, puisqu'en fait, en début d'après-midi, et ça c'est génétiquement programmé, tu as un infléchissement de cette température corporelle qui donc diminue un petit peu avant de remonter progressivement. Et c'est cette diminution de la température corporelle, on l'a dit tout à l'heure, qui favorise le sommeil et donc qui donne envie de manger. Et le fait donc d'avoir de la digestion, donc d'avoir du sang qui va être dirigé dans l'intestin, ça permet aussi donc d'amplifier ce phénomène. Mais ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Il vient juste amplifier ce phénomène. Et donc, c'est de là que naît la sensation d'avoir besoin de faire la sieste en début d'après-midi. Euh, donc, il faut la faire en début d'après-midi, ou en tout cas au moment où on ressent justement cette baisse de forme la plus importante. Il faudrait éviter de la faire, je vais être large, d'accord, après 16 heures. Il faudrait qu'à 16 heures, vraiment, elle soit finie. En vrai, il vaut mieux faire avant 15 heures, mais bon, encore avec les variabilités interindividuelles, ça ne Ah veut bah rien oui. dire, puisqu'il y a des personnes qui sont du soir, donc qui vont se coucher plus tard, se lever plus tard. Donc voilà, c'est normal que ça décale. C'est ça que je dis ça. Donc il faudrait qu'elle dure moins d'une demi, il faudrait qu'elle soit donc plus ou moins en début d'après-midi. Il faudrait qu'elle fasse moins d'une demi-heure par rapport à ces histoires donc, de pression de sommeil. Il faudrait qu'elle soit dans l'obscurité et il faudrait qu'elle soit en position la plus allongée possible. Voilà. Euh, La donc position là, étant très important pour les sécrétions d'hormones, etc., même la position. en fait, c'est surtout par rapport à l'entrée dans le sommeil. Parce qu'il y a donc des études qui ont comparé le fait de faire la sieste en position assise, puis en position semi-assise, puis en position presque allongée, puis en position complètement allongée. Et en fait, on se rend compte que c'est quand on est allongé qu'on s'endort le plus. Sachant que donc, quand tu fais une sieste d'une demi-heure,
avec une demi-heure de sieste, quand tu sais bien faire la sieste, parce que je vais venir encore comment bien faire la sieste, tu n'as que quelques minutes de sommeil profond. Mais en fait, c'est pas grave, puisqu'en fait, les phases de sommeil légères te permettent quand même de récupérer de l'énergie pour plusieurs heures et de contrer une partie du manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité. Et c'est en ça que c'est un véritable acte de sommeil, puisque ça réduit l'inflammation, ça réduit Ah l'emballement ouais. donc, de ton système immunitaire, c'est lié, et ça prévient un certain nombre de pathologies, notamment sur le plan cardiovasculaire. Entre autres, et aussi ça réduit un petit peu les pathologies neurodégénératives comme Alzheimer et compagnie, et c'est surtout sur le plan cardiovasculaire que c'est intéressant. Et donc, il y a des gens chez qui c'est naturel de faire la sieste et chez qui c'est d'autres chez qui c'est moins naturel, puisque le fait d'avoir le besoin de faire la sieste, donc, qui est encore une fois lié à l'infléchissement de température corporelle, et là encore, il y a une variabilité interindividuelle qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment le ressentir et d'autres beaucoup moins. Donc, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire la sieste parce qu'ils en ressentent vraiment le besoin et d'autres qui ont moins le besoin. Et ceux qui en ont moins le besoin devraient quand même se mettre à la sieste pour les bénéfices qui sont liés à la santé. Mais du coup, pour pouvoir bien faire la sieste, c'est comme pour dormir. Il faut apprendre à lâcher prise. Parce que si tu pars avec l'idée qu'il faut absolument dormir dans ces 20-30 minutes, en fait, tu n'y arriveras pas. Et il faut presque prendre la sieste comme un jeu, c'est-à-dire un moment, il n'est qu'à toi, où tu vas pouvoir te détendre. Et en fait, si le sommeil doit venir, bah, il viendra. Et s'il ne doit pas venir, il ne viendra pas. Et au pire du cas, ce sera simplement un moment de détente. Et en Ouais, c'est fait, génial, hein. ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. C'est comme le fait de se détendre, en fait, de lâcher Ouais. prise. Ça s'apprend. Moi, je suis pas. Alors, c'est paradoxal, mais j'étais un mauvais dormeur, mais je ne ressentais pas le besoin de faire la sieste pour autant. Donc, je me suis mis à faire la sieste. Et au début, en fait, effectivement, tu n'arrives pas à la faire. Tu as les yeux grands ouverts parce que tu n'arrives pas à te détacher de l'idée que l'objectif, c'est de dormir. Or, l'objectif, c'est comme pour le sommeil. Il faut essayer de faire en sorte que l'objectif ne soit pas de dormir, et qu'ils viennent presque de façon collatérale, tu vois. C'est-à-dire, je me Ouais. détends, je passe ce moment pour moi, et la résultante, c'est le sommeil. Pour une bonne visualisation, on pourrait se dire que la détente, c'est un peu le pont, encore une fois, entre l'éveil, détente et sommeil. Exactement. En fait, la détente, ça stimule le système parasympathique. Et donc, Ah pour bah pouvoir voilà. dormir, il Ouais, bah oui. faut une stimulation parasympathique, tout Ouais, bah simplement. voilà, oui. Non, mais vraiment, la sieste, moi, ça me donne un boost, surtout aussi neurologique. Franchement, c'est impressionnant. Ah oui, bien sûr. Ça s'est montré sur les cognitifs. Il y a plein d'expériences encore qui ont été faites sur les performances cognitives, la mémorisation, l'attention, le temps de réaction, etc. Et qui retrouvent quand tu fais la sieste versus quand tu ne la fais pas, tu es meilleur. Et tu es meilleur pour plusieurs heures quand tu fais cette sieste-là. Voilà. Les siestes qui sont flash, c'est-à-dire qui durent moins de 5 minutes, moins de 10 minutes, retrouvent beaucoup moins ces effets-là, de la détente. Donc c'est pour ça que le mieux, on va dire, allez, c'est entre 15 et 30 minutes. Voilà, 20-30 minutes. Quand Ouais. je suis un peu, j'ai besoin d'aller vite, je mets 15-20 minutes et quand j'ai un peu plus de temps, je mets. Moi, je mets 11 minutes, enfin 10 à 11 minutes. Mais moi, je me En fait, détends et hop. les effets sont montrés à partir de 10 minutes, mais dans Oui, une moindre mesure forcément que quand tu mets 30 minutes. d'accord. Moi, j'adore la vitamine D. Et apparemment, elle servirait dans la chaîne biochimique de transformation du tryptophane jusque la mélatonine, elle serait inclue dans les étapes de transformation, cette vitamine D. C'est bien ça? En gros, la vitamine D euh, favorise la transformation du tryptophane en sérotonine. Et la sérotonine est elle-même le précurseur de la mélatonine. D'accord? Alors, est-ce que la vitamine D intervient de façon ultérieure? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, ça favorise la conversion du tryptophane, ça favoriserait non, la conversion du tryptophane en sérotonine. Et cette sérotonine, elle-même, donc, est à l'origine de la mélatonine. Et on sait que donc, pour bien dormir, il faut avoir une bonne conversion de mélatonine. Alors, encore une fois, quand on est jeune, on a une sécrétion, c'est comme une sécrétion d'hormones. Tu vois, genre, l'adolescent, il fait n'importe quoi, il a les hormones qui montent, c'est naturel. Sauf que ce processus se fait de moins en moins bien avec le temps. Et donc, c'est là qu'on a, effectivement, qu'on a intérêt à avoir, que ce soit pour le sommeil ou pour la santé en général, des niveaux de vitamine D qui soient quand même élevés. Mais elle a des aptitudes particulières, déjà sur le métabolisme phosphocalcique, sur le système immunitaire, on l'a vu dans le sommeil, dans l'humeur,
Surtout le système La vitamine- immunitaire, vraiment. Ah oui, 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 c'est un incontournable, hein. En Bon, fait, on l'a vu c'est un avec incontournable. un certain virus récemment. Et, Voilà quoi. euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D, donc tu sais, la vitamine D a une forme la plus mature à l'issue de toutes les étapes de transformation dans ton corps. Mais il faut savoir qu'en fait, toutes les formes de vitamine D, même les précurseurs, joueraient en elles-mêmes des rôles, d'autres rôles. Et qu'en D'accord. gros, c'est un peu, en fait, on peut pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas se contenter de se dire, je vais prendre mon complément de vitamine D, mon complément nutritionnel de vitamine D, et en fait, ça me dédouane d'aller m'exposer à la lumière du jour. Pas du tout, ça c'est une erreur. Parce que, entre autres, la lumière du soleil ne t'apporte pas que de la vitamine D, mais aussi parce que surtout, elle t'apporte donc, des précurseurs de vitamine D qui eux aussi joueraient des rôles en eux-mêmes, quoi. Pas que la forme naturelle. Bah, on sait par exemple que quand on s'expose à la lumière, déjà, il y a un premier rempart de trans. On peut appeler ça comme des remparts de transformation. Donc, la peau. La peau, bah, c'est pas vraiment une transformation parce que le soleil, c'est ce qui va démarrer la synthèse de la vitamine D, on va dire. Et ensuite, il y a un autre rempart de transformation que c'est le foie. Euh, donc la vitamine D va, certes, enfin, en gros, va se transformer. Et ensuite, on a un autre rempart de transformation que c'est les reins. Et à partir de là, elle va encore se transformer. Et donc peut-être que c'est ça que tu voulais dire en disant que au fur et à mesure des transformations, toutes ces transformations ont un rôle à jouer. Je ne parle pas de la transformation, je parle bien des formes immatures. Par exemple, vitamine, tu sais, vitamine D2 qui va être transformée en D3, etc. Et Voilà. que elle aussi, elle joue des rôles. Bien entendu, les rôles les plus importants sont joués par la forme terminale de vitamine D. C'est quand même pour Mm. ça qu'il y a des processus de transformation. Mais il me semblerait que les autres formes jouent aussi un rôle. Tu vois. C'est un petit peu comme D'accord. si on parle des oméga 3. Les oméga 3 à longue chaîne qui jouent les plus grands rôles, ben, en fait, les précurseurs, comme là et là, tu vois, jouent aussi des rôles en eux-mêmes. Voilà. C'est Oui, ça bien sûr. que... Mm. Oh, les oméga 3, on pourra en parler longtemps. Ouais. Les oméga 3, c'est quelque chose de fou aussi. Bah, en fait, c'est un peu comme la vitamine D, ça agit partout, ça agit sur le système immunitaire. Le plus important, moi, je trouve, sur les oméga 3, ça serait un peu les membranes. Comme, Ouais, tout à fait. Ah, mais ça, ah ouais, c'est quelque chose qui est moins maîtrisé par le public, mais effectivement, la perméabilité, la souplesse membranaire qui est permise par les oméga 3 et qui donc permet la bonne communication intercellulaire, c'est vraiment quelque chose dont on se rend compte que c'est de plus en plus fondamental. ouais. C'est l'un des intérêts, effectivement, d'avoir des niveaux d'oméga 3 qui sont suffisamment élevés. Puis même sur les mitochondries, enfin là, je rentre dans les détails, les gens, peut-être que quand je parle de mitochondries, oula, mais, euh, mais les mitochondries, c'est quand même la base de tout. Ouais. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais là, effectivement, tu, Ouais, en fait, moi, dans tout ce que j'ai essayé de faire, je parlais avec le livre, j'essayais de mettre la bonne dose de détails, on va dire. Et je sais pas très bien comment je vais faire ça encore avec mon livre de nutrition, parce qu'effectivement, quand tu connais des trucs, tu as envie d'aller dans ah le bah oui, détail du détail du détail, tellement c'est intéressant. ah bah oui. Mais la mitochondrie, oui, oui, c'est quelque chose de... En fait, c'est quelque chose de fondamental. Euh, Quand on parle Ouais, d'énergie, s'il y a un mot biologique pour énergie, c'est mitochondrie. voilà. Oui. Puis là, enfin, je viens de voir que c'est la mitochondrie qui transforme la LH qui vient je crois que ça vient de la glande pinéale, la LH, il me semble. Mais en gros, par le Tu parles de sang. la LH et la FSH? La LH, précurseur de la testostérone, par exemple. Et Euh, Elle n'est pas précurseur, mais elle vient. bah, l'hormone C'est lutéonisante. un signal, mais oui, oui. Oui. Et du coup, l'hormone Euh, Hmm. Pardon, vas-y, je voulais pas t'interrompre. Non, non, mais pas de souci. Bon, loin de là. Euh, la LH, elle vient sur la membrane de la mitochondrie et au final, elle va ressortir de l'autre côté en testostérone, en gros, dans les cellules de Liayding. Je sais jamais prononcer ce truc-là, Les, Liayding. les digues. Les digues. Ouais, voilà. Celui de Donc l'éthique. c'est quand même impressionnant. Et c'est selon l'état
de santé, on va dire, de cette mitochondrie. Donc, est-ce qu'elle est enflammée ou pas? Est-ce qu'elle contient beaucoup d'oméga 3 ou pas? On va avoir plus de testostérone, par exemple. Alors attention, hein, je me permets, la LH, c'est pas un précurseur de testostérone. C'est un signal qui va envoyer l'information pour que tu crées de la testostérone. Mais les précurseurs de testostérone, et ça encore c'est intéressant sur le plan nutritionnel, le précurseur numéro un de testostérone, c'est le cholestérol, et qui va faire Oui. une chaîne de précurseurs pour arriver à la testostérone. Mais la LH, ça fait partie des... Tu sais, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire Mhm. Mhm. surrénalien et au niveau musculaire, etc. Qui, et donc, c'est c'est cet axe-là qui va envoyer des signaux pour dire balancer de la enfin, fabriquer de la testostérone. Voilà. Oui. Mais c'est pas un précurseur en lui-même, c'est un signal, hein, attention. Ouais, un signal. Oui. C'est comme dire que la TSH est une précurseur des hormones T3, T4. C'est pas le Mhm. cas. C'est un précurseur, c'est un Un signal pour signal. dire à la D'accord. thyroïde, balance des hormones. D'accord. Voilà. Là, on est parti loin Mais dans pour. le cas, ce que tu me dis, c'est que ça agit au niveau mitochondrial. Et que selon l'état mitochondrial, cette information est plus ou moins bien reçue. Ouais. Oui, mais c'est pour ça qu'en fin de compte, l'inflammation, c'est hyper important à contrôler. Et si on a une inflammation de bas grade ou quoi, c'est-à-dire une inflammation cachée, avec des pathologies sur le long terme, on va peut-être faire moins de testostérone. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. D'ailleurs, l'inflammation de bas grade moi, je la revois vraiment très souvent hein, dans les prises de sang que je vois chez les patients. C'est-à-dire, je la vois avec une CRP qui est inférieure à 5, mais qui est supérieure à 1. Et en fait, en général, on admet en médecine que quand c'est inférieur à 5, c'est normal et qu'il n'y a pas de problème à se faire. Mhm. Or, en vérité, sur le long terme, une CRP supérieure à 1 en permanence, c'est ça en fait qui est l'un des marqueurs biologiques de l'inflammation systémique de bas grade et c'est cette inflammation de bas grade qui, de façon chronique, favorise l'émergence d'un certain nombre de pathologies, évidemment inflammatoires, mais aussi auto-immunes et sur le plan des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, etc. Est-ce qu'une inflammation de bas grade, pour revenir à notre sujet, pourrait induire un mauvais sommeil? Peut-être de Alors, façon indirecte, alors en peut-être. fait, ce qui est certain, c'est que le manque de sommeil favorise l'inflammation de bas grade. Ça, D'accord. c'est montré plus que montré. Par contre, est-ce qu'il y a une espèce de boucle qui fait que l'inflammation de bas grade dégrade le sommeil? Je ne saurais pas te dire. Non, non, c'est-à-dire, oui, voilà, en tout cas, le manque de sommeil, la restriction chronique de sommeil favorise l'inflammation de bas grade. Donc, encore une fois, pour diminuer son inflammation de bas grade, ça passe par la nutrition, ça passe par l'activité physique, ça passe par tous les 5 piliers que tu as évoqués, et donc en grande partie par le sommeil. Mhm. Et de toute façon, l'inflammation de bas grade, encore une fois, quoi qu'il arrive, elle va perturber le cerveau. Donc, et justement, la perméabilité membranaire du cerveau. Et dans ces cas-là, le sommeil sera impacté, peut-être indirectement, peut-être. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait une effraction de la barrière hémato-encéphalique et que, mais enfin, tu sais, c'est de la supposition, ça se tiendrait sur Oui. le plan théorique. Est-ce que c'est vrai en pratique? J'en sais rien. Il y a peut-être des papiers qui sont sortis dessus, mais je. Non, en tout cas, dormir pour éviter justement, pour récupérer justement du stress oxydatif ou de l'inflammation, etc. Bien dormir, pour éviter tout ça, c'est déjà pas mal. Oui, Est-ce tout à qu'on fait. peut expliquer le crash de la caféine? Ça, c'est quelque chose de marrant, ça. Oui. Alors, C'est c'est intéressant, ça. le crash de la caféine, c'est quoi? Bon, la caféine, comment elle fonctionne? Elle fonctionne de deux manières schématiquement. Premièrement, elle va stimuler le système sympathique. Donc, en stimulant le système, c'est pour ça que quand tu vas prendre des pré-workouts qui sont riches en caféine, ça te donne un énorme coup de boost, ta fréquence cardiaque qui peut augmenter, tu es prêt t'es prêt à tout arracher. Donc ça, c'est le premier effet. Et comme on l'a vu encore une fois, ça fait 1 heure qu'on en parle, le système sympathique s'oppose au système parasympathique et pour bien dormir, il faut avoir une stimulation, il faut diminuer la stimulation sympathique. Donc déjà, de cette manière, ça s'oppose au sommeil.
L'autre manière, c'est quoi? Comment ça agit la caféine? C'est qu'elle va agir sur la pression de sommeil. La pression de sommeil, si j'entre un peu plus dans le détail, en fait, donc tu sais que pour faire de l'énergie, il faut consommer de l'ATP. Cet ATP, c'est adénosine triphosphate. Et tu vas avoir, dans la façon de faire de l'ATP, tu vas avoir au bout d'un moment une molécule d'adénosine qui va se retrouver toute seule. ATP, adénosine triphosphate. Et cette adénosine qui va se retrouver toute seule, elle va s'accumuler dans ton cerveau au fur et à mesure de la journée. Et c'est cette accumulation d'adénosine qui est à l'origine de la pression de sommeil. C'est pour ça que plus tu es éveillé, plus forcément, si tu es éveillé, tu vas consommer de l'énergie sur le plan cérébral, puisque le fait de voir, d'entendre, de parler, etc., consomme de l'énergie sur le plan cérébral et donc augmente la quantité d'adénosine. Et cette adénosine va se fixer sur des récepteurs à l'adénosine et c'est ça qui va donner l'envie de sommeil. La caféine, elle vient te fixer sur les récepteurs à l'adénosine à la place de l'adénosine. Ça n'enlève pas l'adénosine, mais elle vient prendre la place. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme ce que tu es en train d'essayer de montrer, j'imagine. Ouais, la caféine, elle bloque le récepteur et là, l'adénosine, elle n'arrive plus à rentrer. Donc, en gros, on a plus d'énergie Exactement. parce qu'il Voilà, n'y a plus c'est le. ça. C'est ça. Donc, tant que la caféine fait effet, l'adénosine ne peut pas se fixer à son récepteur, puisque le récepteur est bloqué. Mais la caféine Mais ensuite vient le crash de la caféine. voilà. Mais la caféine a une demi-vie, donc elle va diminuer. Sauf qu'en fait, alors c'est selon les individus, alors comment est gérée la caféine dans le corps, c'est très ça dépend beaucoup des individus. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont très rapidement métaboliser le café et qui donc peuvent boire du café le soir. Il y a aussi les personnes qui boivent beaucoup de café, donc qui sont insensibilisées à la caféine, donc qui doivent en boire de plus en plus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils peuvent en boire le soir aussi. Mais bon, bref, il y a donc cette variabilité-là. Il y a aussi les personnes qui vont mettre très longtemps à métaboliser le café, qui peuvent avoir une demi-vie du café qui dépasse les 8 heures. Demi-vie, c'est la quantité à partir de laquelle 50% de la dose initiale est encore dans ton sang. Donc bref, à partir du moment où en gros cette caféine va être éliminée dans ton corps, eh bien toute cette adénosine qui s'est accumulée, qui ne s'est pas exprimée dans ton corps, mais qui existe quand même et qui continue qui continue de faire un rôle, d'un seul coup, elle va se fixer au récepteur de l'adénosine. L'adénosine qui va se fixer normalement sur ces récepteurs, et c'est à partir de là qu'il va y avoir ce qu'on appelle donc le crash de la caféine, et donc il se traduit cliniquement par une sensation irrépressible de besoin de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a la demi-heure d'avant, ça allait, et là, d'un seul coup, t'es explosé, quoi. T'es explosé. Et ça se retrouve notamment lorsque tu vas consommer, typiquement, tu consommes de la caféine pour pouvoir tenir, en ce qui me concerne, une garde de nuit. Et tu arrives en fin de nuit, et là, d'un seul coup, mais tu vas te prendre une frappe dans la tête. C'est ça le crash de caféine. Et cette frappe dans la tête, elle arrive, mais rapidement. En gros, on pourrait dire qu'avec la caféine, on a un boost très fort et avec le crash de la caféine, poum, tout de suite, en gros, ça fait ça, quoi, Exactement. en quelque Exactement. sorte. C'est ça. Ouais. Mais du coup, alors bon, là, je change un peu, mais pour l'exercice physique, est-ce que c'est utile de prendre de la caféine pour avoir un petit boost? Là, effectivement, on change de sujet. Ouais, là, c'est un autre sujet. Alors, à titre personnel, je te le dis, à titre purement personnel, mais encore, même, mon avis n'est pas forcément figé. Je suis contre, à titre personnel, la consommation de caféine dans un pré-workout Mhm. pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quand même des doses qui peuvent être assez importantes. Alors, en général, c'est quoi? C'est 200 mg, c'est l'équivalent de 2 cafés, c'est pas forcément important en tant que tel. Sauf que le problème, c'est que tu vas t'habituer. Euh, c'est l'équivalent de 2 cafés longs. Ouais. Sauf que tu vas rapidement t'y habituer si tu le prends tous les jours. Et comme je l'ai dit juste avant, quand tu t'habitues, tu vas devoir prendre des doses de plus en plus importantes. Et c'est pas rare de voir les espèces de gomuscu qui vont s'enfiler des scoops entières et qui finissent avec des doses 400, 500, je sais pas combien de milligrammes de caféine. Et ça peut poser un problème puisque je te dis, ça favorise l'action du système nerveux sympathique et ça peut générer un stress. Et la caféine a montré qu'elle peut augmenter la survenue d'événements cardiovasculaires. Donc, la meilleure façon pour éviter cette accoutumance à la caféine, c'est d'éviter d'en consommer. Moi, ma stratégie, c'est comme les personnes qui vont dire
j'ai besoin, et en vrai, il y en a beaucoup, hein, j'ai besoin de Ritaline pour me concentrer. Mais si tu as besoin de Ritaline pour te concentrer et tu as besoin de caféine pour performer à la salle, ça veut nécessairement dire que tu as un niveau d'énergie qui est insuffisamment élevé et que tu veux compenser par la prise de substances extérieures. C'est la même Oui, chose que se droguer finalement, tu vois. Donc moi, je ne dirais pas que je suis contre, mais en tout cas, je ne le fais pas à titre personnel parce que je n'en vois pas l'intérêt, notamment par le fait qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir une sensibilité importante à la caféine les jours où vraiment tu en as besoin. Voilà, on peut mal dormir, ça arrive, tu es fracassé, bah, tu prends à ce moment-là du café, le café a un effet bénéfique sur ton état et, et- et il peut pleinement jouer son rôle sans que tu aies besoin de t'envoyer des doses stratosphériques de caféine parce que tu as été adapté à cause des pré-workouts répétés. Voilà, ça c'est mon avis. oui. Après, c'est selon les gens aussi. Faut Ouais, voir. alors je te dis, il n'est pas forcément figé dans le temps, il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent, mais voilà, moi, je ne consomme pas de caféine en pré-workout. En Non, moi non vérité, plus, je non. ne consomme pas en pré-workout aussi, parce que comme on l'a dit à l'instant, la caféine gêne le sommeil. Si tu t'entraînes le matin, bah, tu laisses le temps à ton corps d'enlever la caféine, alors que si tu peux prendre un pré-workout, je veux dire, à 18 heures, mais tu défonces ton sommeil. Tu défonces ton sommeil, pour la Oui, bah oui. majorité des gens. Même si on le sent pas. Même si on le sent pas, on va quand même impacter le sommeil quelque part. Ouais, potentiellement. Alors encore une fois, tu vois, je reviens à la- la- les variations interindividuelles dans la Oui, oui. métabolisation de la caféine. Comme je te dis, dans le pré-workout, tu n'as pas l'équivalent d'un café en général. On est d'accord, tu as quand même plus que ça Ah dedans. oui, oui, oui. Des fois, ça peut piquer, oui. Ouais, mais pas ça pique, tu vois. Ah, puis même, par exemple, si on prend certaines protéines, on peut avoir, bon, ça sera peut-être pas le même shoot, mais par exemple, la PeptoPro, par exemple, ça donne un shoot, que ce soit mental ou physique, ça fait du bien. On peut trouver d'autres substances. Après, c'est pareil, c'est une accoutumance aussi. Enfin, c'est la prise de quelque chose. Oui, oui, tu as d'autres choses qui peuvent te booster. Alors après, moi, je ne consomme pas vraiment de pré-workout. Je sais pas, ouais, enfin, ouais. Oui, 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 non, mais bon, après, c'est Histoire un de- autre sujet. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais ouais, par exemple, la PeptoPro avec les BCAA, on sait que ça donne un boost au niveau cérébral. Et puis, bien sûr, les BCAA, c'est très connu pour ceux qui font de la musculation. des BCA avec le fait que ça puisse gêner le passage du tryptophane Ah oui, jusque dans le cerveau, de la conversion, etc. Donc, faut faire gaffe à ça. En gros, à titre personnel, si je dois prendre des BCA, je les prends quand je m'entraîne le matin. Si je m'entraîne le soir, je les prends. ah, à ce point-là. Ouais. Ah oui, quand même. Bah, mais si on les Ouais. prend genre à 18 heures, non? À 18 heures, c'est le moment où tu vas avoir un pic de sérotonine. Et ce pic de Oui, sérotonine est permis par l'apport de précurseurs, ou en l'occurrence de oui, tryptophane. c'est une toffe. Et les BCA dérivent le, en fait, dérive l'albumine Oui, qui va être donc utilisé non pas, c'est schématique, hein, mais qui va être utilisé non pas pour acheminer le tryptophane au cerveau, mais plutôt les BCA. Une histoire en oui, vérité je pense que c'est une histoire de survie. Il est plus important que tu puisses stimuler ton système musculaire pour pouvoir oui, combattre ou fuir que exact. pour pouvoir dormir. Tu vois, c'est pour ça que le système sympathique prime sur le système parasympathique s'il y a à choisir entre les deux, quoi. Je pense, hein. Exact. De toute façon, quand on observe le corps humain, la façon de l'observer, c'est de toute façon comment il a été fait pour qu'on puisse survivre. Et Exactement. à partir de là, on sait comment il faut regarder le corps humain. C'est exactement ça. Alors après, encore une fois, hein, là je te parle des BCA et compagnie, c'est quelque chose que je fais à titre personnel. Est-ce que vraiment on peut objectiver une diminution de performance sur le sommeil? Alors il y a des études qui l'ont montré, mais encore une fois, il faut le mesurer à titre personnel. Tu Ah vois, oui, encore une fois, il ne faut pas être dogmatique. Moi, je te dis oui. ça, mais il ne faut pas être dogmatique, quel que soit le domaine. Non, mais par contre, si on prend des BCA, par exemple, à 21 heures ou 22 heures, là, je pense que ça peut quand même avoir un impact quand même. Potentiellement. Potentiellement. Potentiellement, c'est vrai, parce que, bon, après, on peut jamais vraiment savoir. Mais en gros, on a le tryptophane qui essaye de rentrer dans le cerveau, et on a les BCA qui essayent soit de rentrer dans le cerveau ou de continuer dans la circulation sanguine. Mais là, ici, on a l'albumine, on a un certain taux d'albumine, et soit on va avoir
pour le tryptophane, soit on va en avoir pour les BCAA. Et du coup, si on prend l'un ou l'autre, ça va favoriser un peu plus l'un ou l'autre. Et bah, du coup, il va avoir une, bah, une favorisation, je ne sais pas si on peut dire ça. Ça va être l'albumine va être favorable pour l'un ou l'autre, et du coup, il y en a un qui va être plus en mode délétère, en fait. Il y en a un qui va être Ouais, bah, délaissé. c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, exactement. Donc voilà. Il y a il y a une phrase dans le livre qui m'a beaucoup piqué, c'est bon, après je savais, mais les médicaments n'induisent aucun sommeil récupérateur. Je crois que c'est ça la phrase. Ou profond, je Ouais. sais plus. Aucun sommeil naturel. Aucun sommeil naturel, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ça, En fait, ça pique. les médicaments pour le sommeil fonctionnent comme l'alcool. En fait, ça stimule le système qu'on appelle GABAergique. C'est un peu compliqué, on parle dans les neurotransmetteurs. Pour être schématique, encore une fois, donc là, on a parlé des hormones, on a parlé de la mélatonine, etc. Mais en fait, dans ton cerveau, tu as un énorme. euh, donc, tu as la communication entre les neurones se fait par les neurotransmetteurs, via les synapses. C'est comme ça qu'une information passe d'un neurone à un autre, par les synapses. Et les synapses, c'est donc l'hormone, entre guillemets, du neurone. Et donc, tu as, encore une fois, schématiquement, parce que tu en as beaucoup plus que ça, mais tu as un système excitateur et un système inhibiteur. Et le système excitateur, c'est le glutamate, et le système inhibiteur, c'est le GABA. Donc, tu as une voie glutamatergique et tu as une voie GABAergique. Le GABA, c'est le système d'inhibition de ton cerveau et c'est celui en fait qui est mis en œuvre pour pouvoir dormir. Et en fait, c'est celui aussi sur lequel agit l'alcool. C'est pour ça que quand tu vas prendre de l'alcool, tu vas être désinhibé sur le plan social, tu vas avoir un vertige et tu vas avoir envie de dormir parce que ça inhibe tes fonctions neurologiques. D'accord. Euh, les, le, le, les médicaments pour dormir fonctionnent évidemment, je dis comme l'alcool, mais tu vois bien que quand tu prends des médicaments pour dormir, ça ne fait pas tourner la tête, tu ne commences pas à raconter n'importe quoi, mais ça fonctionne quand même sur les voies GABAergiques. Oui, par les mêmes D'accord. voies, ouais. Exactement. Et or, en fait, ça fonctionne comme le sommeil comme l'alcool sur le plan du sommeil, c'est-à-dire que ça va effectivement favoriser l'endormissement, donc tu t'endors plus vite. Par contre, ça détruit ton sommeil de deuxième partie de nuit. C'est-à-dire que le sommeil paradoxal est complètement fragmenté, complètement détruit à cause des médicaments qui sont faits pour dormir. Et il y a un sommeil qui est beaucoup plus fragmenté, mais en fait, on a malgré tout une sensation subjective de mieux dormir. Et cette sensation subjective, parmi les différentes hypothèses qui existent, c'est à base du fait qu'on va avoir une amnésie au réveil de tous les micro-réveils qu'on fait pendant la nuit. Voilà. Mais enfin bref, tu vois bien qu'en fait, ça fait un sommeil qui est totalement artificiel, qui n'est pas du tout naturel. D'accord, oui. Et d'ailleurs, les médicaments, la consommation chronique de médicaments pour euh, dormir, donc les somnifères, augmente un certain nombre de pathologies qui sont les mêmes que celles qui sont liées à la restriction de sommeil. Ça augmente les maladies neurogénératives, ça augmente les maladies cardiovasculaires, ça augmente les cancers, ça augmente à plus courte échéance les décès, notamment par accident de voiture, ça augmente les infections, etc. Merci.